de cette présentation et nous allons passer à l'avant-dernière communication. Donc c'est Hubert Joannet, notre secrétaire général, qui va nous donner son expérience des recommandations en chirurgie à partir de l'exemple de la lithiase biliaire. Oui, c'est-à-dire que je suis un chirurgien viscéral, je suis intéressé à mon métier, donc je lis, et je suis toujours intéressé quand je vois une recommandation, parce que ça me paraît être une somme de travail intéressante, pour m'aider dans ma pratique. Je ne suis pas statisticien. J'ai compris les notions d'études prospectives randomisées. Je pense que je peux gérer le P005, mais je me contente de ça dans ma pratique. Alors, il est intéressant dans le cadre de cette session de regarder, d'analyser une de ces recommandations. Il se trouve que Philippe Bray m'a adressé, il y a quelques semaines, un long article de 40 pages sur tout un tas de questions concernant la lithiase biliaire dans son ensemble, avec des réponses apportées à l'appui, avec l'appui d'une littérature scientifique. Alors déjà, j'ai regardé quels étaient les bons grades de recommandation. C'est très compliqué. Il y a plusieurs grades de recommandation. Voici les premières grades de recommandation qui ont posé un peu grandement la question. À partir de 2004, puis 2008, puis 2011, on voit que dans ce système de recommandation grade, déjà, ça avait changé 3 fois en quelques années. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais ça paraissait le système de gradation qui paraissait le plus élaboré. Je précise que l'HAS ne retient pas ce type de gradation maintenant, puisqu'il n'y a que 3 niveaux. Alors, l'article en question, c'est donc un article qui s'appelle « Recommandations de pratique clinique sur la prévention, le diagnostic et le traitement des calculs biliaires ». C'était intéressant, c'est un sujet quotidien dans notre pratique. C'était rédigé à la demande de la Société savante de l'Association européenne des pathologies. Et puis, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait dans les auteurs des gens que j'avais déjà croisés dans mes recherches bibliographiques, dont le docteur Guruzami, qui a été co-auteur de très nombreuses bases Cochrane. Donc ça assurait un sérieux dans le travail, une rigueur. Cette pathologie, vous allez voir, elle est prise dans sa globalité, c'est-à-dire traitements médicaux, traitements alternatifs. Ça n'était pas des recommandations à viser uniquement chirurgicales. Les auteurs ont posé 69 questions et ont apporté leurs réponses en fonction de la littérature. On parle d'une société savante européenne, je vous l'ai dit, c'est une recommandation selon le système GRADE qui est assez clair, et puis pas de conflit d'intérêts. Alors, j'ai regardé pour chaque situation clinique quel avait été le nombre d'articles référencés, le nombre d'études prospectives contrôlées, puisque moi, en tant que praticien, ça me parle. Plus il y a des études prospectives contrôlées, plus ça a l'air sérieux. S'il y avait une méta-analyse qui était citée, je suis allé regarder dans cette méta-analyse le nombre d'études prospectives contrôlées qui avaient été inclus. Et puis, pour chaque question, les auteurs établissaient un grade de recommandation et une force de la recommandation. Alors, sur 693 références qui ont été analysées par les auteurs, on a vu qu'il y avait 353 études prospectives contrôlées qui avaient été recensées. Alors, elles parlent de quoi, ces études prospectives contrôlées, sur ce sujet très commun de la lithiase biliaire? Eh bien, dans 34% des cas, elles parlent d'imagerie. Est-ce qu'il faut faire une IRM, un scanner, une endoscopie interventionnelle? Est-ce qu'il faut faire des échos, des cholangiographie, etc. Dans 21% des cas, elle parle de laparoscopie. Dans 15%, ça concerne la lithiase de la voie biliaire principale. Dans 15%, c'est les indications des traitements médicaux, qu'il s'agisse d'antalgiques, de produits anesthésiques, d'acides urso-désoxycholiques, de dissolvants biliaires, etc. Dans 11%, ce sont des aspects assez ciblés sur les aspects chirurgicaux. Et dans 4%, ça concerne les examens qui ne sont pas de l'imagerie. Alors, les auteurs sont arrivés à des niveaux de preuve élevés dans 12% des questions.
Des niveaux de preuve modérés, c'est-à-dire qu'il y a une forte présomption dans 27% des cas. Ce qui est un peu décevant, c'est que dans plus d'une fois sur 3, le niveau de preuve est faible, alors qu'il y a quand même un nombre de références qui ont été analysées par des gens qui savent quand même comment faire. Et puis alors dans 27% des cas, le niveau de preuve est très faible. C'est un peu décevant. Quand on regarde la force des recommandations qu'ils ont considérées sur les 69 questions, cette recommandation est forte dans 37,6% des cas, elle est faible dans 62,3% des cas. Alors ça va être assez facile de vous citer les 9 recommandations de niveau A. Les conclusions sont les suivantes. Il faut faire une échographie pour le diagnostic de lithiase vésiculaire. Il faut préférer la voie laparoscopique pour la cholécystectomie. Il faut faire une mini-laparotomie quand la laparoscopie n'est pas possible. En cas de cholécystite, il faut préférer une cholécystectomie précoce. Il faut rechercher un calcul de la voie biliaire principale en cas d'ictère, d'angiocolite ou de pancréatite. Le diagnostic clinique de la lithiase de la voie biliaire principale est préférable au résultat des examens complémentaires. Il faut faire une cholangiographie rétrograde en cas d'angiocolite, précoce en cas d'angiocolite, et il faut faire une cholécystectomie précoce en cas de pancréatite aiguë. Bien, donc, j'avais certaines notions, j'ai été conforté, je suis un peu déçu. Et dans mon esprit, ce n'est pas une critique. Je ne sais pas faire le travail que les auteurs ont fait. Mais je trouve qu'en tant que praticien, c'est un peu décevant. Surtout que parmi les niveaux de preuve très faibles, il y a le diagnostic de colique hépatique. Ce qui pose quand même un problème, parce que l'indication opératoire, pour moi chirurgien, relève du type de la douleur. Il s'agit parfois d'un interrogatoire policier en consultation pour dire « oui, vous avez fait une colique hépatique » ou « non, ça ne ressemble pas à une colique hépatique ». Niveau de preuve très faible. Les auteurs disent qu'une cholécystectomie n'est pas recommandée pour une lithiase vésiculaire asymptomatique. Le niveau de preuve est très faible. Ils en ont quand même conclu à une recommandation forte, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie qu'on opère des lithiases asymptomatiques. Mais ils reconnaissent que leur argument est très faible. Niveau de preuve très faible pour une antibiothérapie en cas de cholécystite. Niveau de preuve très faible pour la réalisation d'un bilan hépatique avant la cholécystectomie. Ne pas faire un bilan hépatique en préopératoire d'une cholécystectomie et éventuellement avoir un problème post-opératoire quel qu'il soit, on a tendance à se dire c'est dangereux. En tout cas, on se protège. L'absence d'antibiotiques prophylaxie pour une cholécystectomie à froid. Et enfin, l'absence de cholécystectomie de rencontre au décours d'une transplantation ou en cas de chirurgie bariatrique, niveau de preuve très faible. Et donc, je reviendrai sur la colique hépatique. Enfin, il est à noter que le niveau de preuve est faible pour la cholangiographie péropératoire pour les patients à faible risque de lithiase de la voie biliaire principale. Ma génération a été éduquée avec l'intérêt de faire une cholangiographie péropératoire. On peut discuter le but, que ce soit une lithiase de la voie biliaire principale ou le risque de plaie de la voie biliaire. J'y reviendrai. Et niveau de preuve très faible, le traitement chirurgical de la lithiase de la voie biliaire principale en même temps que la cholécystectomie a un niveau de preuve très faible. Donc c'est encore faible, pardon. Alors, vous me direz, mais alors, bon, finalement, c'est une critique dans les règles. Pas du tout. Il existe quelques recommandations fortes qui sont intéressantes pour le praticien que je suis, parce qu'il y a des cas particuliers. Il y a, par exemple, y a-t-il des cas pour le traitement médical, le traitement ursodésoxycholique? Qu'est-ce qu'on fait dans les cholécystectomies pour polypes? Pour quel polype on opère ou pas? Les indications de la cholécystectomie chez le cirrhotique, la cholécystectomie en ambulatoire, le délai de la cholécystectomie après une CPRE, on apprend des choses, ça nous précise les choses. Le diagnostic de pancréatite aiguë biliaire et enfin le diagnostic de l'angiocolite qui sont également des niveaux de preuve B, avec des recommandations fortes. Alors je reviens sur la colique hépatique. Quand on regarde l'analyse, il y a 12 études et il y a une seule étude randomisée.
Alors vous me direz, mais est-ce qu'on peut faire des études randomisées sur la colique hépatique? Ben oui, on peut lister les symptômes dont se plaint le patient, type de douleur, siège, irradiation, durée, etc. Et puis on peut regarder l'état de la vésicule de façon un peu plus poussée que on le fait au quotidien. Une seule étude randomisée. Alors on comprend qu'effectivement la recommandation puisse être faite. Ça pose des problèmes puisque si la recommandation est faible, c'est ça qui porte l'indication opératoire et ça pose le problème de la pertinence des soins. La cholangiographie péropératoire, niveau de preuve faible, recommandation faible. Alors, les auteurs ont abordé donc l'intérêt de la cholangiographie péropératoire pour le diagnostic de lithiase. Dans ce chapitre, ils ont retenu 3 références, dont 9 études prospectives randomisées sur la cholangiographie, dont ces 9 sont inclus dans une méta-analyse. Mais parallèlement, dans le même chapitre, il y a 48 études prospectives contrôlées qui comparent l'écho-endoscopie et la bili-IRM. Donc, on sent qu'il y a quand même un décalage et peut-être que ça joue sur le niveau de preuve. Concernant le diagnostic de lésion de la voie biliaire, l'intérêt de la cholangiographie sur le diagnostic de la lésion de la voie biliaire, il y a 2 études non comparatives pour la cholangiographie, mais il y a 9 études, dont 7 comparatives pour le scanner, la bili-IRM et la CPRE. Et donc, à la lecture de ces recommandations, les dogmes qu'on m'avait appris, on conçoit qu'ils puissent évoluer, mais là, ils sont quand même franchement chahutés. Je reviens sur ce problème de diagnostic de colique hépatique et de la pertinence de la cholécystectomie. Et c'est une vraie problématique, parce qu'on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas trop de cholécystectomie pour ce qui est pris pour des coliques hépatiques et qui n'en sont pas. D'ailleurs, les auteurs ne se cachent pas pour dire que c'est un vrai problème. Je pense que ce problème n'est pas résolu, parce que la méthode de travail de l'HAS reprend, pour les niveaux 1 et 2 et 3, les essais comparatifs randomisés, les méta-analyses d'essais comparatifs randomisés, les analyses de décision basées sur des études bien menées, des essais comparatifs randomisés de faible puissance. Et je pense qu'on ne va pas régler le problème. C'est probablement pas comme ça que pour nous, praticiens, le problème sera résolu. En conclusion, les recommandations apportent des repères sur des sujets ciblés. Mais il apparaît qu'elles sont trop tributaires des études prospectives randomisées. Manifestement, elles reflètent l'expérience d'équipes spécialisées. Elles ne répondent pas à certaines questions de pratique courante. Pire, la judiciarisation conduit à des pratiques inutiles de prévention. On fait des bilans hépatiques, on fait des cholangiographies, faut-il vraiment les faire ou pas? Et qui ne sont pas affirmés, ce n'est pas précisé dans les recommandations. On dit que c'est faible, mais on ne dit pas qu'il faut les faire ou qu'il ne faut pas les faire. Il apparaît que d'autres moyens d'évaluation doivent être développés. Je vous remercie pour votre attention. Philippe, tu veux poser et commenter? Je suis obligé de répondre. Quand j'ai trouvé cet article, j'ai eu à peu près j'ai eu des certitudes. Et je me suis dit qu'après 35 ans de chirurgie biliaire, qu'on a mené ensemble, tous les deux, puisqu'on était associés, et en ayant les mêmes pratiques, on arrivait à des conclusions qui fait que la HAS nous avait inculqué des recommandations extrêmement fermes. Tu as bien parlé de la colique hépatique. Or, on s'aperçoit que l'Association européenne pour l'étude du foie, dans un journal de renommée mondiale, qui est le Journal of Hepatology, nous donne des recommandations où l'on voit que celles de la HAS sont sujettes à caution. Et j'avais envoyé cet article à plusieurs collègues en mettant un commentaire à un tel pour l'aider à faire ses expertises, à un tel pour l'aider à adopter sa pratique, ça c'était pour les jeunes, et à Hubert Joannet pour qu'il distille en étudiant complètement cet article, cette information dans les sociétés savantes et en particulier à l'Académie de chirurgie. Et je trouve que cet article, on devrait le lire, le relire, le relire, le relire, étudier les recommandations et on s'apercevrait de ce qu'est vraiment la médecine, que tout ce à quoi nous avons cru, c'est-à-dire les études randomisées
depuis des années et des années, finalement, quand elles sont étudiées par ces experts, sont fortement critiquables. Et en cette période de pandémie, ça explique pourquoi on a eu tant d'avis divergents sur les plateaux de télévision. Mais les études n'étaient pas randomisées. Et d'autant plus que les études n'étaient pas randomisées. Ce qui est un peu décevant, c'est que, par exemple, l'altère de la voie biliaire principale, ça représente 15% des patients. Bon. Mais alors, par contre, le nombre d'études sur les biliaires comparé aux écho-endoscopies, etc., bon, ce sont des données intéressantes, mais est-ce que ça concerne notre vie de praticien? On a l'impression qu'il y a des sujets qui ne sont pas traités. Cette histoire de colique hépatique, c'est quand même incroyable, parce qu'on sait que on a vraiment besoin d'avoir le maximum d'assurance pour poser l'indication opératoire. Ben, on nous dit que non, ça n'a pas d'importance. Oui. Oui. Patrice Baillet. Eh bien, à la lumière de toute ton expérience d'expert et de parfait connaisseur de tout ce que fait la HAS dans le cadre de l'accréditation. Et je parlais tout à l'heure de la cholecystectomie. Donc, il y a un certain nombre. Quand on suit cette e-learning, il y a des choses qui paraissent complètement incontournables et qui paraissent de très fortes recommandations, des recommandations très fortes. Quelle est la position de l'expert à ce moment-là vis-à-vis de cet ensemble de recommandations positives et négatives? Parce qu'il y a aussi, il ne faut pas faire, voilà. Ça apporte énormément de connaissances assez approfondies sur ce sujet. Il y aura, je crois, d'autres learning du même type. Mais quelle est la position de l'expert vis-à-vis justement de ce qui paraît être une base de pratique? Et je crois que ces données-là, Philippe Braille va répondre, mais ces données-là, elles n'ont pas leur place dans les études prospectives contrôlées ou des études de cohorte, parce que c'est de la pratique, c'est de la gestion, c'est de la pratique, c'est de l'appréhension en 3D de l'anatomie locale. Et donc ça ne rentre pas dans une étude prospective contrôlée, parce que derrière tout ça, il y a aussi un système qui est les publish or perish. Enfin, bon, c'est aussi, il faut lire les journaux, et donc il faut alimenter les journaux, et donc on ne peut pas alimenter c'est plus facile d'alimenter les journaux avec des études. Par exemple, si vous voulez, la laparoscopie, alors là, il y a 55 études qui nous expliquent que c'est mieux de faire une laparoscopie que de faire une laparotomie. Bon, ben ça, d'accord. Bon, ben c'est bien, très bien. On a d'autres questions dans les prises en charge de nos patients. Ce problème a été résolu, je veux dire, c'est tranché. Et donc, oui. La réponse de l'expert, c'est que ce papier, c'est purement cosmétique pour rédiger nos rapports. On a des références sur tout et on répond à toutes les questions avec des références. Et j'ai découvert ce papier dans une expertise où on reprochait, où là j'ai changé de bord, je suis passé du côté des chirurgiens après avoir été expert judiciaire pendant 15 ans, et on reprochait à mon chirurgien de ne pas avoir opéré en urgence une cholécystite au 8 ou au 9e jour. Et en lisant ce papier, la réponse est ferme, c'est une recommandation forte, il faut opérer les cholécystites avant le 5e jour. Mais mon expert reprochait à mon chirurgien de ne pas avoir opéré assez tôt et, en conséquence, d'avoir provoqué une lésion de la voie biliaire principale. Or, dans ce papier, il est bien écrit que, quelle que soit la date d'intervention dans une cholécystite aiguë, le fait d'opérer de façon retardée n'expose pas de façon plus importante à une plaie de la voie biliaire principale. Et là se pose une deuxième question, parce que quand on va plus loin et qu'on regarde les références, on s'aperçoit que toutes les références sont en fait des études de non-infériorité, où on a comparé, au moment où on s'est dit qu'il fallait mieux opérer précocement, on a comparé des études plus anciennes, où on avait opéré plus tardivement.
Et on a démontré en non-infériorité que le fait d'opérer plus précocement ne provoquait pas plus de lésions de la voie biliaire que si on opérait tardivement après refroidissement. Mais alors là, il y a une question à laquelle je ne peux pas répondre. Est-ce que quand les études sont des études essentiellement de non-infériorité, est-ce qu'elles sont valables dans l'autre sens? C'est-à-dire, est-ce que si on n'opère pas rapidement, est-ce qu'on est fautif par rapport au fait de refroidir et d'opérer plus tard? Et ça, je ne peux pas répondre. Est-ce que je pense que Karim Slim, qui doit intervenir, est peut-être dans l'auditoire. Karim? Oui, je vous entends. Vous m'entendez là? Un avis très... Non, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais l'évaluation de la chirurgie biliaire pour cholécystite aiguë ne se fait pas uniquement sur la plaie de la voie biliaire principale. Au niveau de la plaie de la voie biliaire principale, on sait maintenant, avec une étude notamment du JAMA, que je pense que je voulais envoyer quand j'étais à la FCVD, que quand on opère précocement, il y a une réduction du risque de plaie de la voie biliaire principale du fait de l'absence de fibrose. Et il y a plus de risque de plaie de la voie biliaire principale quand on opère tardivement. Ça a été démontré dans une étude avec des milliers de malades du JAMA. Reste que l'étude, comme tu en parles, de non-infériorité, ben, il faut considérer les autres critères de jugement, qui sont la durée d'hospitalisation, l'infection de parois, le retour à la vie active, etc., etc. Et quand on prend tous ces critères-là, eh ben, on conclut qu'il vaut mieux opérer avant 5 jours les cholécystites aiguës. Et sur l'analyse des recommandations, tu peux nous dire un mot Ben, je pourrais en parler peut-être dans mon topo. D'accord, très bien. Parce que j'évoque justement ce problème. D'accord. Bon, Hubert, on te remercie beaucoup de cette étude critique qui est très instructive et qui brouille un peu les idées reçues. C'est très, très bien.